Joliba FM, votre nouvelle radio urbaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Joliba FM. Bienvenue dans cette édition spéciale hommage au fondateur de Jeune Afrique, Béchir Ben Yahmed, décédé à Paris le 3 mai dernier à l'âge de 93 ans. C'est justement un 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, que ce grand nom de plume a choisi pour tirer sa révérence. Notre édition spéciale a pour thème Béchir Ben Yahmed, quel héritage pour le journalisme. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Diomonsi Bomboti. Diomonsi Bomboti, bonsoir. Bonsoir. Diomonsi, vous êtes un ancien fonctionnaire international à l'UNESCO, journaliste formateur. Vous avez été formateur au CESTI de Dakar, Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Aujourd'hui aussi, vous enseignez à l'École supérieure de journalisme de Bamako. C'est bien ça? C'est bien ça. Aussi, merci d'être là. Et nous serons aussi avec le journaliste Serge Daniel. Il est journaliste, écrivain, et il sera avec nous d'un moment à l'autre. En attendant, nous allons poser la première question à Diomonsi Bomboti. Diomonsi Bomboti, comment vous avez appris le décès de Béchir Ben Yahmed? Avec consternation. Il est vrai que quand on arrive à un certain âge, les probabilités de partir sont de plus en plus grandes. Mais on ne s'habitue jamais à la mort de quelqu'un. Quelles que soient les expériences passées, on ne s'habitue pas à la mort de quelqu'un. Quelqu'un surtout qui est de la même profession que vous et que j'ai connu de près. Dans votre présentation, qui est tout à fait juste, j'ajouterai simplement que j'ai passé un séjour à Jeune Afrique, d'abord en tant que stagiaire, pour mon mémoire de fin d'études à Strasbourg. J'ai choisi comme sujet Jeune Afrique et ses lecteurs. Et à la suite de cela, ils m'ont gardé chez eux pendant quelques mois. En 1983 aussi, je suis revenu et j'ai passé quelques temps avec eux. Donc c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Donc ça crée des liens. J'ai la vanité de dire qu'il avait quelques affections pour moi. Il a, peut-être qu'on pourra en parler au cours de l'émission, mais il a une façon curieuse de recruter les gens. Il ne vous recrute jamais sans avoir un manuscrit de vous, qu'il envoie systématiquement chez un graphologue qui étudie votre caractère. Il y croyait énormément. Et il m'a piégé ainsi un jour, quand je suis passé au bureau. Il m'a demandé pourquoi Bomboté, on a tout fait pour que vous veniez avec nous, vous avez refusé, et pourquoi. J'ai donné mes explications. Et puis tout d'un coup, il me dit, il appelle sa secrétaire, Madame Landry à l'époque, donnez-lui du papier, il va dans la salle à côté, écrire pourquoi il n'aimait pas Jeune Afrique, qu'est-ce qu'il amène aujourd'hui, qu'est-ce qu'il souhaite faire avec nous, etc. Je me suis isolé dans une salle, j'ai commencé à prendre des notes, à griffonner sur une feuille blanche quelques idées du genre je n'aimerais pas écrire sur l'Afrique du Nord que je ne connais pas très bien, je ne voudrais pas faire d'éditorial parce que je ne suis pas sûr de partager la ligne éditoriale du journal. Quelques repères comme ça. Au bout de 5 minutes, sa secrétaire vient et me dit, bon, monsieur Bomoté, voilà, nous on va au déjeuner, c'est fini. J'ai dit, mais madame, je n'ai rien écrit. Elle me dit, non, ça suffit. Et, bon, ces petits gribouillis-là, ils ont amené dans les Yvelines, dans un cabinet de graphologie, c'est-à-dire une science à travers l'écriture, on essaie de déterminer votre caractère. Et 10 jours après, j'ai reçu une enveloppe avec le compte-rendu de cette graphologie. Et deux jours après, on m'appelait pour me proposer un poste de chef d'enquête à Jeune Afrique. Donc je suis resté quelques mois avec eux. Donc ça, quand même, je les côtoyais un peu, pas de trop, mais quand même un peu. Est-ce que ça vous a forgé le petit séjour que vous avez fait à Jeune Afrique? Est-ce que ça a impacté un peu sur votre future pratique professionnelle? Déjà, avant d'aller, quand on est journaliste, on est ouvert à tous les courants d'expérience. J'ai essayé de voir autour de moi, pas seulement en Afrique, mais les autres exemples de journalisme dans le monde, notamment des journaux comme le Nouvel Observateur, dont j'étais un lecteur assidu, l'Express, qui sont tous des hebdomadaires français, mais également de
des journaux anglais du genre The Economist, Financial Times, le Time, qui sont des journaux très très bien écrits sur le plan de la technique de l'écriture, du traitement de l'information. Donc j'ai essayé de comparer toutes les expériences. Le cas de Jeune Afrique était assez spécial, puisque dans toute l'Afrique francophone, c'était la seule expérience. Il y a eu des tentatives ici et là, sur le continent, mais à partir de la France aussi, mais qui n'ont jamais abouti. Donc ce qui m'a fasciné, c'est sa façon de gérer le journal. Comment il a réussi à pérenniser ce journal malgré tous les aléas, malgré toutes les difficultés, malgré les censures dont il était victime dans beaucoup de pays. Pendant longtemps, il était interdit en Algérie. Il a été interdit à un moment donné en Côte d'Ivoire aussi. Il a subi, le journal a subi aussi, a fait face à des attaques terroristes aussi. Hein? Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Ils ont été attaqués, je crois, une ou deux fois quand ils étaient bons. Ils ont eu plusieurs sièges dans Paris, hein, dans le 17e et puis ensuite dans le 16e à la rue d'Auteuil. Dans le 17e arrondissement, non loin de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, ils ont été attaqués, on a incendié une partie de la cour à un moment donné, effectivement. Oui. Et Francis Patinde, hein, qui était un ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, disait de son patron, l'homme était, je cite, hein, l'homme était un maniaque de la ponctualité. Hein? Ah oui, non, ça là-dessus, le mot est faible. C'est-à-dire tous les journalistes à Jeune Afrique, systématiquement, avançaient leur montre de 5 minutes. Il venait à leur pile, il s'asseyait et il avait une manie. Il avait son stylo et du bout de son stylo, il n'arrêtait pas de tapoter sur la table. Si vous arrive d'entrer, je ne dis pas quand il est installé, mais si vous arrivez un pas derrière lui, il se retourne, il vous regarde, il dit non, retournez dans votre bureau. J'ai été témoin de scènes comme ça. Il était vraiment maniaque là-dessus. Et les invités aussi, des gens qui lui fixaient rendez-vous, qui voulaient venir au journal, même s'il avait besoin d'eux et qui s'avisaient à venir en retard. Je connais un homme d'affaires sénégalais qui est venu avec, je sais pas, la circulation à Paris, on ne la maîtrise pas très bien. Donc, il ne connaissait pas très bien à Paris. Il est venu avec, je sais pas, 3-4 minutes de retard. Ben, il lui a fait dire, bon, M. Béchir vous a attendu, il ne vous a pas vu, il est allé à autre chose. Donc, il était vraiment maniaque. Il était très maniaque. Oui, il ajoutait, il arborait les familiarités. Toute la rédaction lui servait du vous, du monsieur. Ah oui, il était impitoyable là-dessus. C'est-à-dire, il ne souhaite pas que la familiarité dégénère en vulgarité. Et comme il y avait beaucoup de monde, vous savez, quand on dirige une équipe, parfois on est obligé d'afficher un tempérament contre nature. Sinon, vous êtes vite débordé. Vous faites des frustrations et ça ne peut pas marcher. On ne peut pas diriger une équipe dans la fantaisie. Un homme politique sénégalais a coutume de dire « Nul n'est doué de bonté s'il n'est capable de cruauté ». Donc, si vous voulez vraiment mener votre bateau à bon port, il faut savoir être ferme. Pas de complaisance, pas de sentimentalisme. Or, je suis tenté de dire que la tragédie de notre société, c'est, j'allais dire, la tyrannie de l'émotionnel sur le rationnel. Nous réfléchissons avec le cœur. Et chaque fois qu'on met en avant un peu la rationalité, on vous accuse d'être sévère, d'être méchant, d'être... Même souvent avec mes étudiants, quand j'étais plus jeune, j'ai joué au football avec mes étudiants, on jouait aux cartes, ils me battaient au football, à la belote, bon, ben, c'est le jeu. Alors on faisait des sorties ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble, mais cela, ils ne comprenaient pas. Qu'en classe, ils avaient 2, 3 sur 20. Ils ne comprenaient pas du tout. Comment se fait-il que, voilà, c'est un Malien, il est anti-malien. Il est avec nous, on joue ensemble, et puis là, il ne tient pas compte, il nous donne de nos sévères. Bon, je dois dire que ça n'a jamais ému. Hein. Ce qui compte, c'est sa conscience.
Et j'ai toujours essayé, certainement, j'ai dû commettre des erreurs, mais j'ai toujours essayé d'être le plus intransigeant avec moi-même d'abord, pour pouvoir être intransigeant avec les autres. Mais dans la justice, absolument, là-dessus, je ne badine pas là-dessus. Tous les étudiants sont sur le même pied d'égalité. On peut avoir une affection pour tel ou tel aspect, mais ça ne doit pas du tout interférer dans l'appréciation, dans le jugement. Parce que ce n'est pas l'étudiant qui est en cause, il y a beaucoup de paramètres. Vous ne pouvez pas donner des notes à quelqu'un, le livrer sur le marché. Donc, vous pénalisez le public, vous pénalisez l'État, vous pénalisez les consommateurs, vous leur offrez un produit avarié, c'est pas bon. Oui, professeur. Est-ce que vous avez lu, vous lisez très souvent Jeune Afrique, vous continuez encore de lire. Hein? Qu'est-ce qui vous marque, hein? Qu'est-ce qui vous attire en plus, hein? En premier lieu, de Jeune Afrique? Bon, un journal comme Jeune Afrique, il y a à boire à manger. Hein. D'abord, Béchir a érigé presque en religion le professionnalisme. Il était professionnel jusqu'au bout des ongles. Et il ne badinait pas avec les fantaisies. Notamment, vous savez, dans la presse, la grande plaie de la presse, c'est le plagiat. Plusieurs fois, j'ai vu des responsables très haut placés à Jeune Afrique, des très grands responsables, qui se sont livrés à ce jeu de plagiat. Il s'est séparé d'eux sans hésiter. L'exemple le plus éloquent, c'est son cofondateur. Il a fait le journal, il a créé Jeune Afrique et il a tout de suite admis à côté de lui Simon Malé. C'est un nom à consonance américaine, mais il est égyptien d'origine et il a travaillé avec Béchir au journal. Et lorsque, en 1971, si ma mémoire ne me trompe pas, la France a reconnu la Chine, le journal a voulu faire un numéro spécial sur la Chine. Donc, ils ont décidé d'envoyer Simon Malé en Chine faire une rencontre avec, comment il s'appelle, Xuan Lei. Quelques jours après, il est venu, Jeune Afrique, 5 pages de Jeune Afrique sur Simon Malé, d'entretien, d'interview, Simon Malé et Xuan Lei. Ça fait évidemment beaucoup de bruit parce que c'était tout nouveau. Mais quelques jours après, l'ambassade de Chine est venue à Jeune Afrique en disant « Ce monsieur n'a jamais été en Chine, n'a jamais rencontré Xuan Lei, donc nous exigeons que vous publiez un démenti. » Alors vous imaginez ce que ça peut faire. Ça a été la rupture brutale, nette sur le coup. Et c'est à la suite de cela d'ailleurs que Simon Malé va créer un autre magazine, Africasia. Donc, ça ce sont des déboires, hein, peut-être que vous... Hein, oui. C'est l'autre revers de la médaille. Ce sont des péripéties qui arrivent dans la profession. Bon, c'est la paresse, le manque de rigueur, la malhonnêteté. Nous sommes nuls n'est à l'abri de cela. La tentation de prendre un passage qui traduit vraiment ce que vous pensez est très grande. Même chez les plus grands journalistes en France, hein, chez des plus grands intellectuels. Je passerai mon temps, je ne vais pas monopoliser votre antenne en racontant des anecdotes de cette nature-là, mais ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Heureusement, on a mis au point des logiciels qui maintenant arrivent à détecter des cas de plagiat. Peut-être pas systématiquement, mais en tout cas, quand c'est vraiment très gros, on arrive à détecter dans des passages les tentatives de plagiat. Oui, Jeune Afrique a 60 ans. Qu'est-ce qui explique cette longévité singulière? Non, le mot est très simple. Je crois qu'il n'y a pas de mystère. C'est une gestion rigoureuse. C'est une gestion rigoureuse. Ce que les gens ne savent pas, peut-être qu'ils ne se souviennent pas, Béchir était un surdoué, brillant. Hein, il est d'une famille de 12 enfants, seulement 5 ont survécu. Il a fait des études brillantes, il a fait le bac, j'espère que ce n'est pas une légende. Et il a eu le bac à 16 ans.
Il est entré dans la mythique école HEC, qui est très difficile. HEC, l'école prestigieuse, hein? HEC, les hautes études de commerce. C'est une des écoles les plus prestigieuses en France où on rentre sur le concours. Le concours est extrêmement difficile. Il faut avoir fait un bac mathématique, 2 ans de préparation rigoureuse et ensuite passer un concours. Sur 40 000 candidats, ils en prennent 35 chaque année. Donc la sélection est extrêmement sévère. Béchir a réussi à ce concours-là et après 3 ans de formation, je me suis laissé dire qu'il est sorti en tout cas major. Et il avait peut-être 24, 25, 23, 24 ans. Ensuite, il a approché Bourguiba, qui en fera son ministre de l'information à 28 ans. Donc, c'est quand même quelqu'un de précoce. HEC, c'est vraiment le nec plus ultra. En langage simple, c'est vraiment le sommet de la formation en matière de gestion d'entreprise. Donc, quand même, c'était un gestionnaire au départ. Il n'était pas journaliste. Il n'a pas fait d'école de journalisme. Il n'a pas fait une formation. Il a appris le journalisme sur le tas. Mais il a gardé cette rigueur dans la gestion. Quand j'étais à Jeune Afrique, il m'a demandé, mais M. Boumoté, pourquoi cette information, vous n'arrivez pas à la préciser? J'ai dit, ben oui, c'est très difficile, j'ai tout essayé. Je me suis même permis d'appeler à Dakar. Il dit, ah bon? Vous utilisez mon téléphone pour appeler, pour faire vos enquêtes à distance. Bon, donc, et les téléphones étaient sous surveillance, hein, pour savoir s'il y avait des abus ou pas. Bon, pour des raisons politiques aussi sans doute, mais en tout cas pour des raisons économiques, on ne gaspillait pas à Jeune Afrique. Ça, je peux vous garantir. On ne gaspille pas. Donc, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est la qualité rigoureuse de la gestion d'entreprise. Et le problème, ce qui me tient beaucoup à cœur, que je m'évertue à partager avec d'autres, je crois que c'est vrai, il faut de bons journalistes. Il faut des gens qui maîtrisent bien l'information, qui sachent faire une bonne enquête, de bons reportages, qui sachent écrire. Mais je suis tenté de dire qu'au-delà de tout cela, il faut un bon gestionnaire. Or, malheureusement, nos écoles de journalisme, ici au Mali, même en France, les modules de formation en gestion d'entreprise de presse n'existent pas. Il y a un effort à faire dans ce sens-là. Le secret de Jeune Afrique, c'est peut-être la qualité des hommes qui étaient là, mais ils ont tellement changé, tellement changé. Le secret, c'est la rigueur dans la gestion d'entreprise à Jeune Afrique. C'est ma compréhension. Il a fait HEC, vous l'avez dit, il a été secrétaire d'État à l'information dans le cabinet du Premier ministre Habib Bourguiba, c'était avant l'indépendance. Et après, il crée Jeune Afrique, Afrique Action en 1960, qui devient Jeune Afrique en 1961. Bon, c'est un parcours quand même très élogieux, mais il quitte, hein, il ne fait pas carrière hein, dans tout ça, il décide de faire du journalisme. Et il restait journaliste jusqu'à la fin. Quand même, c'est très difficile, ça. Il a expliqué dans ses mémoires, je crois qu'ils vont sortir peut-être dans quelques jours, il ne se sentait pas à l'aise, il n'était pas bien dans sa peau en tant que politicien. Il dit que ça supposait trop de compromissions, trop de compromis. C'était pas dans sa nature. Il estime qu'un politicien se croit obligé de mentir, il n'en était pas capable. Donc, il ne se sentait pas bien dans ce rôle de politicien. Il a quitté, il s'est essayé à d'autres activités, mais inexorablement, il a été attiré par le journalisme. Et comme vous dites, il a d'abord été journaliste dans Action, qui était l'organe de presse du Néo-Destour, le parti au pouvoir de Bourguiba. Ensuite, à la suite de cette démêlée, il a créé Afrique Action. Là également, il y a eu un contentieux autour. Les militants du Néo-Destour ont estimé que Afrique Action leur appartenait, que c'était le titre de leur organe de presse. Ce n'est pas évident. Je n'étais pas présent, mais je ne suis pas tellement convaincu. Bref, pour faire simple, il a créé tout simplement Jeune Afrique.
Et pour éviter les foucades du régime Bourguiba, il s'est installé hors de Tunisie. D'abord à Rome et ensuite à Paris. Oui. Qu'est-ce qui explique un peu que Béchir Ben Yahmed est resté, je le dis, vous l'avez dit, il n'a pas fait de journalisme, mais il est... Qui sont ses maîtres? Parce que dans ce métier aussi, il faut quand même avoir des maîtres. Qui sont ces maîtres, les maîtres de Béchir Ben Yahmed? Je pense qu'il n'avait pas de maître. J'ai coutumément dire que aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, on n'invente plus rien. On n'invente plus rien. On apporte une plus-value à ce que d'autres ont créé. Il s'est façonné, il s'est forgé un tempérament de journaliste. Il lit énormément en arabe, en français, en anglais. Mais tous les jours. Il ne se fait pas faire, comment dirais-je, une revue de presse qu'on lui apporte. Non, c'est lui-même qui dépouille les journaux. Et il arrive très souvent qu'il vous appelle, M. Bomboté, voilà, il y a tel papier dans tel journal, j'aimerais que vous fassiez un article là-dessus, comme point de départ, vous allez essayer d'approfondir. Hein? Bon, donc vraiment, c'était un homme d'une culture immense, immense. Et évidemment... Il lisait tout, mais il avait... Il lisait tout. Oui, il avait des préférences. Non. Il lisait tout. Moi, je voyais, quand on allait chez lui, le matin, on était sidérés quelle boulimie il avait, quel temps il avait pour consacrer à la lecture. Il lisait tout. Vraiment, j'étais témoin de ça. Je suis resté quelques mois, ou plus d'un an en Jeune Afrique. Et j'ai eu à le fréquenter, et puis on se parle entre nous. Vraiment, il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup. Pas seulement les journaux, mais également les études, les publications, les nouvelles publications qui font l'état du monde. Il avait une curiosité en état d'ébullition permanent. Et c'est ce que je dis aux étudiants. Soyez curieux. Ne laissez pas les événements venir à vous, mais allez vers les événements. Ne laissez pas vous surprendre. Essayez de surprendre plutôt les événements. Et ça, Béchir, il faut dire que c'est un homme de culture immense, exceptionnel. Parlons de la plume de Béchir Ben Yahmed, l'édito célèbre, ce que je dis ou bien ce que je crois. Ce que je crois. Et qu'est-ce que vous pensez de cet édito célèbre-là? Alors, est-ce que vous le lisez? Oui, sur le plan de la forme, moi, je ne suis pas un admirateur inconditionnel de la forme d'écriture. Je ne trouvais pas ça excitant. Bon, mais à la vérité, qu'est-ce qu'on cherche dans un journal? Ce n'est pas la beauté du style forcément, mais c'est l'efficacité de l'information. Et ça, de ce point de vue-là, c'était un analyste extrêmement pointu. J'ai trouvé son écriture assez heurtée, pas assez vivante, pas assez accrocheuse. Mais la qualité des informations, la qualité de son analyse sont absolument imparables. Alors, pour la petite curiosité, une anecdote encore, Béchir avait à côté de lui une dame qui avait une agrégation en grammaire. Il ne sortait jamais. La première fois que j'ai fait un article à Jeune Afrique, c'était, si mes souvenirs sont exacts, les mercenaires de la craie. Les jeunes Africains qui se faisaient recruter pour aller enseigner en Côte d'Ivoire. Et il y avait une place qui restait, la publicité n'est pas venue. Demi-page, ils m'ont demandé de faire un papier sur ces jeunes Africains qui allaient en Côte d'Ivoire vendre leur talent. J'ai écrit Les mercenaires de la craie. Et le titre est fort, hein? Oui, c'est vrai. C'était incitatif. Je pense que c'était exact également. Okay. C'était des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens qui avaient une licence, une maîtrise, qui ne voulaient pas retourner chez eux et qui ont été tentés par l'aventure en Côte d'Ivoire. Par exemple, à l'époque, à Dakar, un instituteur avait 80-85 000 francs. Le même instituteur, le même enseignant en Côte d'Ivoire avait 250 000.
plus de logement, plus de facilité d'acquisition d'un véhicule. Donc, c'était assez tentant. Alors, quand j'ai terminé mon papier, comme un petit coquelet, j'étais assez fier. Je me suis relu, je me caressais le ventre, la tête, j'étais content. Je me dis, bon, ok, très bien, on envoie ça au secrétaire de rédaction. Au secrétaire de rédaction, ils ont passé à cette dame, comme je vous dis, qui avait une agrégation en grammaire. Quand on m'a ramené le papier, j'étais démoralisé. Il n'y avait plus de rouge que de noir. Je dis, mais alors, je suis totalement nul. Un ancien de Jeune Afrique, que les jeunes ne connaissent pas, Senen Andrea Mirado, malgache, qui avait quelque affection pour les Maliens. Il vient, il me caresse la tête, il dit, Doro, tu as l'air perturbé là. J'ai dit, oui, je ne comprends pas, j'ai rien à faire ici. Mon papier est naze, complètement nul. Il dit, mais penses-tu? Il est sorti, il est allé au secrétariat de Béchir, il est revenu avec un panier où il y avait les éditos de Béchir. Il y avait beaucoup plus de rouge chez lui que chez moi. Alors, je me suis dit, bon, ben voilà, il ne faut pas être vaniteux. C'est comme ça. Tous les journaux français, l'Express par exemple, qui était dirigé par un polytechnicien, Jean-Jacques Servan-Schreiber, ils avaient 3 grammairiens, des agrégés, qui étaient là, qui passaient au peigne fin tous les jours, à chaque parution du journal. Donc, c'était un homme de culture, c'était un homme de méthode, c'était un homme d'organisation. Il ne laissait absolument rien au hasard. Il planifiait tout à l'avance. Et c'est ça qui fait la force du journal. Jeune Afrique est devenue pratiquement une institution. On parle même de 55e État d'Afrique. Oui, je pense que là également, il faut savoir faire la part des choses. Un État a d'autres attributs que ça. C'est une façon certainement peut-être pour montrer la place de Jeune Afrique. L'influence de Jeune Afrique, c'est indiscutable. Alors, si vous me titillez, je serai amené à nuancer les choses. Parce que ce qui faisait la force de Jeune Afrique, je répète, une gestion rigoureuse, des journalistes confirmés, des très grands journalistes, des grandes plumes sont passés par Jeune Afrique. Sirajou, Signaté, d'autres non-africains, Adel Karamagnan, François Soudan. François Soudan est venu sur le tard. Ce n'est pas non plus un journaliste de formation. Il est venu sur le tard, il a su profiter de l'heure. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais disons quand même que c'est un des grands noms de Jeune Afrique. Cela dit, quand on creuse tout cela, les accointances entre Jeune Afrique et les régimes en place, il y a beaucoup à dire. Je ne veux pas mettre en doute l'honnêteté foncière, mais ce qui est évident, c'est un produit de commerce. Ils étaient assez forts en marketing, ils savaient s'y prendre, et je pense qu'il y avait quand même une certaine clientèle qui avait bonne grâce auprès de la rédaction de Jeune Afrique. Récemment, c'est un secret pour personne, lorsque l'homme d'État ivoirien est décédé, Bayero, un des grands responsables du journal Marouane en personne, pour ne pas les citer, il a étalé sur la place toutes les relations qu'il avait. Ça a quand même passablement troublé beaucoup de lecteurs. Les fêtes de fin d'année ensemble. Oui, bon, alors, est-ce qu'un journaliste a le droit d'avoir des amis? Bien sûr qu'il a le droit d'avoir des amis. Bon, comment gérer ces amitiés-là? Ce n'est pas facile. Un écrivain anglais, Oscar Wilde, disait « Je résiste à tout, sauf à la tentation ». Il n'est pas donné à tout le monde de résister à la tentation. Puisque j'affectionne les citations, ce sera peut-être la dernière cette fois-ci. Il y a un homme d'État français, Mitterrand, qui disait « Monsieur, il faut aux jeunes qu'il accablait, qu'il les traitait de tous les noms d'oiseaux, qu'il disait, bon ben voilà, tu es corrompu, tu as changé la ligne politique de notre parti,
tu n'es pas de gauche, tu es plutôt du centre, voire de droite, etc. On l'a accablé. Et en guise de réponse, il leur a dit, les jeunes, c'est bien, vous êtes généreux, vous êtes passionnés. Il faut de la fougue pour changer le monde. Il faut beaucoup de passion. Rien de grand ne peut se faire sans passion. Mais ce que je peux vous dire, vous revendiquez une certaine rigueur morale, une certaine pureté. Mais vous êtes pur parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'être impur. Ça donne à réfléchir. Oui, ça, c'est tout un sujet de dissertation. Hein. C'est Oui. vraiment qu'on va poser à la fin de l'émission à nos téléspectateurs, auditeurs. Oui. Oui, Jean-Baptiste Placard, hein, que vous connaissez aussi. Je ne sais pas si vous l'avez pratiqué. Jean-Baptiste Placard, c'est aussi Non, de loin. ancien... Jean-Baptiste Placard, c'est un très grand journaliste qui s'est tenté, il a créé un journal, L'Autre Afrique. C'est pour moi une des plumes les plus brillantes. Un homme d'une culture extraordinaire. Qui se confine dans une chronique à RFI. Moi, j'estime que son talent mérite infiniment plus que ça. C'est un très, très grand journaliste. Oui, Et c'est vrai, la chronique de Jean-Baptiste Placard sur RFI, éditeur de ses rêves, il a travaillé à Jeune Afrique. Bon, il disait ceci de son ancien patron Béchir Ben Yahmed. Jeune Afrique, sous son leadership, en parlant de Béchir, aura été une grande école, une école de rigueur où il fallait constamment mériter sa place. Fin de citation. Ah non, ça c'est vrai. C'est-à-dire que vous étiez évalué tous les jours, qualitativement, sur la base de ce que vous écrivez, et quantitativement. Tous les mois, tous les 3 mois, il vous appelle. Monsieur Ataïr Maïga, vous êtes là avec nous depuis quelque temps. Je regarde le journal. Votre production, qui aurait dû être de l'ordre de 10%, vous n'avez pas 2% dans le journal. Expliquez. Si vos explications sont bancales, il appelle son administrateur. Bon, écoutez, vous amenez Ataïr chez vous, vous lui réglez ce qu'on lui doit, monsieur, ciao. Donc, il y avait, je dis, une appréciation qualitative, la qualité des articles, mais également une appréciation quantitative. Dans la semaine, vous aviez l'obligation de produire au moins 3-4 pages de Jeune Afrique. Si vous n'y arrivez pas, il va falloir que vous expliquiez. Si vous n'avez pas fait de propositions, que vos articles n'ont pas été retenus, que les articles qu'on vous a donnés, que vous devez faire, je ne sais pas, en quelques heures, vous mettez 3 jours pour le faire, eh bien, non, il ne peut pas s'encombrer de bois mort comme ça. Jeune Afrique, c'est un cimetière de journalistes africains. Il y a énormément de journalistes africains qui sont passés par là et qui sont aussitôt passés à la trappe. Énormément. Je ne vais pas les citer tous, mais il y en a beaucoup quand même. Eliman Fall, hein? Eliman était un journaliste tout aussi brillant, un philosophe de formation, d'une finesse d'esprit, d'une qualité d'analyse, d'une perspicacité déconcertante. Et il était placide, mais derrière cette apparence, on sentait quand même un bouillonnement intellectuel, une ébullition. Le problème d'Eliman, malheureusement, il est décédé, on ne tire pas sur un corbillard. C'était qu'on lui reprochait de ne pas être assez régulier. Il était souvent malade dû à des raisons extra-professionnelles. En parlant de maladie, il s'est dit aussi que Béchir Ben Yahmed disait que la maladie était une faute professionnelle. Pour parler un peu de sa rigueur. Oui, parce qu'il connaît son équipe. À tort ou à raison, la profession est d'une telle exigence. Nous évoluons dans une écologie professionnelle, il y a beaucoup de laisser-aller, il y a beaucoup de manque de rigueur. Mais en moyenne, les journalistes en France, sauf erreur de ma part, ont l'espérance de vie parmi les plus faibles. Parce qu'il y a une concurrence impitoyable, implacable. Et c'est très rare de voir des journalistes dans une même rédaction qui soient des amis. Parce qu'ils sont là à s'épier, à se regarder,
à se mettre des choses-trappes, des pots de banane, etc., etc. Qu'est-ce qui explique ça, vous qui êtes La concurrence. chevronné La concurrence. Est-ce que la concurrence doit aller jusqu'à ça? Oui, mais parce que le capital vous demande, vous presse, il n'y a pas de temps mort. Il faut produire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Le laxisme auquel on assiste dans nos journaux, bon, je ne vais pas jeter l'anathème sur mes confrères que je respecte beaucoup, mais j'estime qu'il y a des rédactions qui sont pléthoriques. Là où il faut 3-4 personnes pour faire un journal, on voit un nombre. C'est pas une raison pour mettre à la porte nos stagiaires. Hein. Non, ils sont venus pour apprendre un peu à côté de vous et je pense qu'ils sont à bonne école. Mais il y a une concurrence farouche. Il faut toujours venir avec des idées nouvelles, avec des idées de papier. Et c'est une compétition sans merci. Alors, résultat, la plupart d'entre eux fument beaucoup. Énormément. C'est dans la profession probablement où on fume le plus. On fume sans arrêt. Quand vous allez dans certaines rédactions, c'est irrespirable. C'est irrespirable tant que ça fume. Même dans les rédactions? Dans les rédactions, ah si. Ça, ils fument dans les rédactions, malgré les lois qui sont sorties en France. Bachir aurait dit que c'est une faute professionnelle. Ou bien ça ne serait pas. Il ne va pas accepter, il ne va pas aller dans les rédactions fouiller comme ça. Non, il ne va pas descendre jusque-là. Il fume beaucoup et malheureusement, beaucoup d'entre eux aussi boivent énormément. Donc, ce qui fait que dans la profession, l'espérance de vie est relativement faible. Ils sont sous pression parce que l'information, comme vous le dites, a un prix. Hein. L'information, c'est une marchandise. Si vous amenez votre mangue sur le marché et que vous dormez, à 10h, vous venez au marché, vous trouverez qu'il y a des gens qui sont à 8h en train de vendre leur marchandise, leur mangue. Donc forcément, ils vont prendre la mise, hein. Oui. Ça c'est évident. Il faut se réveiller tôt et bien se positionner. Donc il y a une concurrence impitoyable qui met des pressions et les cas de surmenage ne sont pas rares dans la profession. Okay. Des journalistes et auteurs de renom ont démarré leur carrière ou longtemps collaboré avec Jeune Afrique. France Fanon, l'écrivain Kateb Yassine, Amin Malouf, prix Goncourt 1993. Donc ça montre clairement le sérieux de Jeune Afrique. On doit s'inspirer. Bon, je vais vous raconter encore une petite anecdote. Oui. Je viens chez un ami et me dit... John Massi, mes amis m'appellent Joe. Il me dit, Joe, tu sais... D'Alphonse aussi, hein? Oui, bon. Ça, c'est notre histoire. Hein? Oui, bon, on peut en parler si vous voulez. Mais en tout cas, couramment, beaucoup m'appellent Joe, Dio, etc. Il me dit, parlant de sa femme, il me dit, bon, ben voilà, Joe, Constance est arrivée, elle a été major au concours d'internat à l'hôpital Dantec à Dakar, le principal CHU à Dakar. Ah, j'ai dit, ben écoute, non, je sors de ma voiture, je fonce à la première épicerie, je reviens avec une bouteille de champagne. Il dit, ah bon, c'est très bien pour les champagnes, mais ne t'excite pas, hein. Elle est première, mais elle était seule candidate. Bon, j'ai dit, bon. Alors, le problème, c'est que Jeune Afrique est seule. Donc, forcément, n'ayant pas d'autres concurrents sérieux, tous ceux qui sont intéressés par le journalisme sont inévitablement attirés, aspirés par Jeune Afrique. Donc, tous ces noms que vous avez cités, à un moment donné, c'était quand même un certain prestige d'avoir sa signature dans un journal comme ça. Donc, effectivement, il y a beaucoup de monde, pas simplement des écrivains, mais aussi pas mal de politiciens qui ont collaboré à ce journal-là. Oui. On a vu que les hommages à l'annonce du décès de Béchir Ben Yammed étaient presque unanimes. Hein? Les chefs d'État, les journalistes, ça montre quand même la dimension internationale de l'homme, hein? Ou la dimension... Oui, mais il ne faut pas non plus écarter l'aspect psychologique. Si j'avais à faire le nécro, c'est-à-dire un papier nécrologique sur quelqu'un, il est mort, il n'est pas là pour se défendre. Donc, je ne ferai ressortir que les aspects positifs, sans rien inventer, mais en laissant de côté ce qui peut lui porter préjudice. Il n'est plus là, donc ça ne sert absolument à rien de l'accabler. Je mets en exergue ce que je trouve de positif chez lui. Alors,
tous ceux qui aujourd'hui se sont fendus d'éloges mirifiques à l'endroit de Béchir, je peux affirmer avec certitude que les mêmes ont des raisons valables pour s'en prendre à Béchir. Il a eu à croiser le fer avec beaucoup d'entre eux qui ont eu à refuser de la publicité, qui ont eu à interdire le journal, bref. Mais une fois que vous avez passé l'arme à gauche, une façon prosaïque de dire, une fois que vous êtes mort, vous bénéficiez de l'indulgence de votre entourage. C'est dans l'ordre des choses. Pour vous, ce n'est pas sincère? Tous ces hommages presque unanimes? Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Que Jeune Afrique, les directeurs? Non, ça ne sert à rien de mettre à nu quelqu'un qui est mort. Je crois qu'il y a une question d'élégance, quoi. Il y a une d'éthique aussi, hein? Moi, je parlerai d'élégance. L'éthique voudrait qu'on soit sincère, intégralement. Bon, mais c'est une question d'élégance. Ça ne sert à rien de mettre à nu quelqu'un qui n'est plus là pour se défendre. Bon, mais ça n'enlève en rien à la dimension mythique de cet homme-là. Je me suis moi-même permis de faire un petit mot de condoléances. Okay. J'ai mis en avant ses immenses qualités professionnelles, ses immenses qualités d'analyste, ses immenses qualités de culture générale et ses immenses qualités de manager. Okay. Bon. Oui, Béchir est resté journaliste jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les gens ne durent pas, hein? Ils sont nombreux, ces brillants journalistes, mais qui ne durent pas dans les rédactions, professeur Bomboté? Bon, ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Ils n'ont pas su gérer convenablement le journal, mais cette gestion n'est pas toujours de la faute des entrepreneurs de presse. Je vous donne un exemple. En France, vous avez plusieurs journaux classés par catégorie politique, à gauche, au centre, à droite. Deux exemples. À gauche, vous avez un journal comme Libération, qui est écrit par des journalistes de talent, des journalistes brillants, compétents. Vous avez à droite un journal comme Le Figaro. La manne publicitaire qui va au Figaro, parce que Le Figaro est soutenu par le patronat français, par les hommes d'affaires français. Pour parler de manière concrète, Le Figaro, bon an, mal an, pour 11 mois de travail, les journalistes percevaient jusqu'à 13-14 mois de salaire. Et la publicité couvrait, en termes de rentrée d'argent, 85 à 90% des recettes. Ce journal, je ne sais plus combien il est vendu, peut-être à 8 €, mais s'il était vendu au prix coûtant, au prix de revient, il reviendrait à 20 €. Or, il est vendu 2 fois, 3 fois moins cher, parce que la publicité couvre beaucoup son coût de fabrication. Alors, si vous êtes de gauche, vous attaquez les capitalistes, vous attaquez le capitalisme, vous attaquez les hommes d'affaires. Mais il faut vraiment qu'ils soient terriblement maso pour aller donner de l'argent à des gens qui les insultent. Au contraire, Figaro est pour le grand capital. Figaro est un journal de droite. Il est avec les hommes d'affaires, il est avec le patronat. Donc l'ensemble des patronats se met d'accord pour donner leur manne publicitaire au Figaro. C'est aussi simple que ça. Oui, mais les gens ne durent pas, les journalistes ne durent pas. Hein. Est-ce que cela explique ce que vous venez de dire? Est-ce que c'est la seule raison qui explique? Ce n'est pas la seule raison, mais non, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour entretenir le journal. Vous avez fait 23 ans à l'UNESCO? À l'UNESCO, oui. Ouais. Bon, mais oui, je suis resté à l'UNESCO, mais c'est un peu loin de tout ça. Mais l'UNESCO essaie d'élaborer des normes pour préserver, sauver la liberté d'expression. C'est la raison d'être de la journée mondiale de la liberté de presse le 3 mai. Mais il y a les principes
Et il y a la liberté des individus de les appliquer. Je vous dis encore une fois de plus, c'est la loi de l'offre et de la demande. En matière de business, il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts. Donc les annonceurs vont vers ceux qui leur font la part belle. Quand vous passez votre temps à critiquer les patrons, vous passez votre temps à critiquer le capital, vous passez votre temps à défendre les ouvriers, les travailleurs qui se mobilisent contre les capitalistes, mais n'espérez pas avoir un journal comme l'Humanité, qui est le journal du Parti communiste français, n'a pas, je ne sais pas, le centième de la publicité qu'on offre, par exemple, un journal comme Figaro. Hein? Donc parlons toujours de Bachir Ben Ahmed. Il a interviewé des grandes personnalités, Gamal Abdel Nasser, Ahmed Ben Bella, Ahmed Sékou Touré, Patrice Lumumba, Che Guevara, Fidel Castro. N'est-ce pas là une vie bien remplie de journalistes? Oui, c'est gratifiant d'avoir rencontré tous ces hommes-là. C'est assez passionnant. On apprend beaucoup de la vanité humaine. On apprend beaucoup. Donc, c'est vrai, il était, en tant que capitaine de presse, j'allais dire, l'égal de tous ces chefs d'État, qui ne les impressionnaient pas. Au contraire, la plupart d'entre eux lui faisaient une cour assidue. Et je dois dire que je connais des cas où il a littéralement méprisé certains hommes d'État qui lui ont fait la cour, qui ont demandé à être reçus, mais qui n'ont pas eu gain de cause. Parce que, pour des raisons qui sont propres, soit parce que c'est des gens qui étaient au banc des accusés des nations, donc il ne va pas se compromettre en leur compagnie, soit parce que, ils ne partagent pas leur idéologie. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Mais c'est vrai que quand on a un journal privé, les exigences du marketing vous amènent souvent à avaler certaines couleuvres et à vous accommoder de certaines situations. Oui, mais parlons maintenant de son héritage. En un mot, quel héritage il laisse à la postérité? Bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je peux vous dire que Béchir est une des plus grandes puissances financières en Afrique du Nord. Il est né dans une île dans le sud de la Tunisie, à Djerba. Mais les journalistes nous racontent beaucoup de choses, mais il avait des propriétés qui rivalisaient avec celles de Bourguiba dans une ville comme Carthage, la ville résidentielle de Bourguiba à l'époque. Il a des propriétés à Nice, comme vous ne pouvez pas l'imaginer, sur la Côte d'Azur. Il a des biens énormes à Paris, à Rome, et certainement dans beaucoup d'autres endroits. Il est certainement, lui et sa famille, actionnaire dans beaucoup d'affaires juteuses. Ça, c'est sur le plan matériel. Un homme d'affaires aussi, quoi. Oui. Ouais. Donc, sur le plan intellectuel, rien ne sera jamais comme avant parce qu'il portait le journal à bout de bras. Quand vous êtes à Jeune Afrique, vous êtes sidéré. Comment il fait? Il est là avant tout le monde. Et le soir, parfois, à 20h, 21h, son bureau est toujours allumé, illuminé. Il est tout le temps sur la brèche, tout le temps en train de travailler. Est-ce que les jeunes qui le remplacent vont avoir la même ardeur à la tâche? Ça reste à vérifier. Mais je pense qu'ils ont acquis suffisamment d'expérience à l'ombre d'un géant comme lui, qui n'a jamais voulu abdiquer. À un moment donné, ils ont failli passer devant le prud'homme, le tribunal qui juge les affaires à ce niveau-là, pour qu'il abandonne tout. Il n'a jamais voulu abandonner. Alors il a trouvé une astuce quand on l'a vraiment poussé au bout de la table et qu'il a été obligé de quitter la rédaction. Il a inventé une autre revue qui s'appelle d'ailleurs La Revue, qui est trimestrielle, de très bonne qualité, et c'est lui encore
qui dirigeait ce journal. Et quel était son secret? Est-ce qu'il avait une hygiène de vie particulière? Le travail. Le rythme, le fait d'arriver à imprimer. J'ai jamais été à la table de Béchir, j'ai jamais fait des agapes avec lui, mais quand je le vois, je pense qu'il était d'une très 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 grande sobriété. Il était d'une très grande sobriété. Sa vie n'était pas du tout du débauche. Vous savez, dans ces milieux-là, rien ne se cache. Vous me dites tel journal, je dis, oh, celui-là, 10 bouteilles. Mais lui, jamais. Personne ne peut dire, on ne lui connaît pas d'aventure avec les femmes, on ne lui connaît pas d'aventure avec l'alcool, on ne lui reconnaît pas d'aventure avec la drogue. Il avait une hygiène de vie quand même relativement saine. Le journal, c'était sa vie. Le journal, c'était sa vie, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Okay. Donc, il nous reste pratiquement 5 minutes. La rédaction me signale qu'il nous reste 5 minutes pour conclure cette émission. Parlons maintenant du journalisme, de votre regard. Hein. Vous êtes enseignant, vous enseignez le journalisme à l'École supérieure de journalisme. Avant, vous avez enseigné au CESTI de Dakar. Quel est aujourd'hui votre regard sur la presse malienne et puis la presse africaine, de façon générale? Bon, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Cette presse n'a pas beaucoup de moyens. Sur le plan de l'encadrement juridique, je pense qu'il y a des dispositions à prendre. L'État devait aider ces entreprises de presse à disposer des moyens de production. Par exemple, la fourniture de papier, la vente des journaux. Mais surtout, ce que je souhaite, ce que je recommande, qu'on revoie un peu les conditions de création des organes de presse pour ne pas mettre en danger, pour ne pas mettre dans la précarité des jeunes qui ont décidé de faire du journalisme leur carrière. Aujourd'hui, cette profession est frappée d'une très 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 grande précarité parce qu'on n'a pas de véritable entreprise de presse ou si peu. Je ne vais pas faire d'ennemis en citant ce que je considère comme entreprise de presse digne de ce nom à l'échelle nationale. Mais il faudrait que, au-delà de la formation au niveau de la rédaction, c'est nécessaire apprendre à bien faire l'enquête journalistique, les reportages, bien mener les interviews. Bon, toute cette quincaillerie-là, c'est nécessaire. Mais je crois que le grand problème, c'est la gestion. C'est vraiment la gestion. Et à ce niveau-là, l'État peut aider les rédactions en organisant des stages d'initiation à la gestion d'entreprises de presse. Bon, sur le plan du droit, je veux me faire haïr de mes confrères. Vous voyez par exemple le débat actuel au Mali. On a sorti des dispositions, le CLEI par exemple, bon, qui doit sanctionner les cas de corruption, de détournement. Mais vous voyez un peu le champ d'application de la loi de l'OCLEI. Ce sont les fonctionnaires. Les militaires échappent à cela, les magistrats échappent à cela, les membres du gouvernement, les députés, qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui reste encore qui gagne de l'argent? Alors, ce sont les pauvres fonctionnaires qui doivent être victimes de ça. Oui, les fonctionnaires voleurs doivent payer. Mais si un député, un ministre est voleur, pourquoi il doit être à l'abri de la loi? Ce n'est pas normal. C'est pas rationnel. Donc, je dis cela parce que les journalistes se battent en ce moment pour, comment dirais-je, la dépénalisation des livres de presse. Bon, s'ils réussissent, j'applaudirai, mais je ne suis pas tellement favorable à ça parce que j'estime que les journalistes ne sont pas des citoyens à part entière. Les journalistes ne sont pas des citoyens à part entière. M. Boumoté, si vous avez un dernier mot pour les auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Débat FM. Non, journalistes, soyons solidaires entre nous. Mais ce qui est fondamental, ce qui est important, c'est de comprendre que nous n'existons pas
ou plutôt nous n'existons que par et pour le public. Et ce que je déplore dans la plupart des organes de presse, c'est la dimension de participation dans les organes de presse. Je ne vois pas la participation du citoyen. Il faut qu'on trouve le moyen de les associer, de les impliquer, qu'ils aient leur mot à dire sur ce que nous faisons. Alors la participation, si vous voulez, c'est mon mot clé là-dessus. Okay. Merci à la participation, faire participer le citoyen au débat démocratique. C'est le dernier mot de M. Diomonsi Bonté, qui est notre invité pour cette édition spéciale hommage à Béchir Ben Yahmed, fondateur de Jeune Afrique. Professeur Bonboté, merci d'être là. C'est un plaisir pour moi de faire cet entretien avec vous. Je vous remercie beaucoup, je vous encourage beaucoup. Je sais que vous êtes un journaliste qui fait tout pour gagner en compétences. Continuez à vous former, continuez à lire, continuez à vous former. Merci. Je suis sûr et certain que la réussite est au bout de l'effort. Merci, professeur Boboté. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à Béchir Ben Yahmed. Merci à la réalisation qui nous a aidés pour cette émission, Augustin, Lamine Koulibaly, Vincent. Merci, mesdames, messieurs. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre émission sur Joliba FM. Joliba FM, votre nouvelle radio urbaine.